Ça y est, le studio est de nouveau en marche. On est bien en direct alors. Bonjour à tous, bienvenue sur Jumpseat et bonne année. Alors voilà, on n'a rien testé, hein. Le studio est resté éteint là pendant 3 semaines. 3 semaines. On vient juste de le rallumer. Et visiblement tout fonctionne, les micros, le son c'est bon. Pensez à nous suivre, hein. Nous sommes sur Twitch en direct aujourd'hui, mais vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube, TikTok, Twitter, Instagram. Ça nous soutient énormément. Oui. Alors les actus, Alaska Airlines. Incroyable. Alaska Airlines qui perd effectivement un avion, donc un Boeing 737-9, qui perd en vol un morceau de fuselage. C'est pas évident d'expliquer ce que c'est ce morceau de fuselage, on va faire de notre mieux. Alors bien sûr dans un avion il y a des issues de secours. Sur cette version-là, sur le -9, comme sur d'autres versions de Boeing, comme sur certains Airbus, en fonction du nombre de sièges qu'on met à bord, en fonction du nombre de sièges que la compagnie aérienne choisit de mettre à bord, on est obligé de mettre plus ou moins d'issues de secours. Et dans le cas d'Alaska Airlines et de cet avion-là en particulier, le nombre de sièges à bord était suffisamment bas, il était en dessous d'un certain seuil, qu'on puisse condamner certaines issues de secours. Alors condamner, ça permet de gagner un peu de poids, de gagner un peu de simplicité à la maintenance, de gagner un peu de confort pour les passagers. Donc voilà, donc c'est parfaitement permis, c'est parfaitement usuel. À la place de cette issue de secours, on met un morceau de fuselage standard, je sais pas si on peut le dire comme ça. Oui, alors c'est une pièce qui est amovible. Ça c'est important parce que ça veut dire que quand la configuration de la cabine change avec un autre opérateur, on peut à nouveau réactiver cette ouverture. Le 737 MAX, puisque c'est une des 4 versions du MAX qui est concernée dans ce problème. Le 9, le -9, c'est une version allongée. Boeing a allongé, tiré sur le fuselage pour pouvoir faire rentrer plus de passagers, mais offre aux compagnies, comme tu le disais, la possibilité d'en mettre aussi moins. Ça veut dire qu'avec un même avion, on fait deux modèles. Et l'astuce, ça a été de dire, on va mettre une porte supplémentaire qui sera facultative. Si on est en dessous de 200 passagers, cette porte elle reste fermée. Si on est au-dessus, on l'active. C'est astucieux, c'est pas les premiers à faire ça. C'est pas les premiers, c'est pas les premiers. Le problème, c'est qu'à priori, il y a un problème de finition. Manifestement, donc probablement pas un problème de conception, mais un problème de production, de qualité, de serrage, de contrôle. Alors c'est trop tôt pour cerner la cause racine, la cause initiale du problème, c'est trop tôt, mais on peut quand même se demander on peut quand même se poser la question de jusqu'où ce problème va-t-il impacter Boeing et les chaînes de production de Boeing, puisque les deux compagnies, United et Alaska, qui ont cette configuration-là, ont déjà détecté d'autres problèmes de mauvais serrage, en tout cas des problèmes de mauvais serrage sur cette pièce-là, sur ce door plug, sur cette pièce qui remplace la porte. Oui, parce que ce qu'il faut voir, c'est que le problème s'est révélé sur le 737 MAX d'Alaska le 5 janvier. Cloué au sol. Tout de suite, toute la flotte a été clouée au sol, donc par l'administration américaine et puis ensuite par l'administration européenne. Donc tout le monde cloué au sol, avec obligation de vérifier justement cette porte, si tout était OK, avant de les remettre en service. Donc on dit 4 à 5 heures de contrôle pour pouvoir faire cette opération. Alors, est-ce que la procédure exacte de contrôle est sortie? Parce qu'Alaska Airlines dit quelque chose d'un petit peu différent. Ce que dit Alaska Airlines, c'est qu'ils ont commencé effectivement à inspecter, mais avec leur propre méthode, donc sans aller très en profondeur, et ils attendent la méthode officielle à publier vraisemblablement par Boeing et à valider par la FAA, c'est ce que je comprends, pour procéder aux vérifications, aux inspections officielles, disons. Alors ça, je sais pas où ils en sont. En tous les cas, ce matin, j'ai lu une déclaration de United reprise par l'AFP qui décrit l'opération qui a été faite de façon très, très précise. Alors je ne sais pas si c'est l'opération qui a été homologuée par la FAA ou si c'est une opération propre à la compagnie. Mais en tous les cas, donc c'est vraiment détaillé. Et là c'est effectivement ce problème met en lumière les dysfonctionnements de la chaîne qualité, on pourrait dire comme ça. C'est carrément la chaîne de production. Parce qu'il faut le rappeler, aujourd'hui, un avion, c'est un gros mécano. Donc les pièces sont fabriquées par des sous-traitants. Et celui qui assemble le mécano, c'est le constructeur, en l'occurrence Boeing.
Ça marche pareil pour Airbus. Et le problème, c'est qu'il semblerait que depuis quelques temps, les pièces s'emboîtent très mal chez Boeing. Ce problème du serrage des écrous, des portes de secours annexes, vient après toute une série de problèmes constatés là, en 2023 chez Boeing. Il y avait le premier, c'était les trous pour l'assemblage des fuselages qui ne tombaient pas en face. C'était sur quel avion ça? C'était toujours le 737. Ah, parce que d'accord, c'est aussi le 787. Il y a le 787 qui a de production. Ouais. Le dernier, juste avant la coupure là, des vacances, c'était la dérive où il y avait un problème de serrage à nouveau sur la dérive des 737. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui fonctionne plus chez Boeing. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les premiers éléments de l'enquête ont révélé que l'avion avait eu des alarmes de pressurisation, des voyants qui se sont allumés. Finalement, la porte a fini par... la porte. Je sais plus ce qu'il... Oui, on peut dire la porte. L'issue de secours. A fini par partir, tomber et était d'ailleurs retrouvé chez Bob dans un jardin de Portland, donc de la banlieue de Portland, dans l'Oregon. Magnifique région d'ailleurs là-bas. Alors chez Bob, parce que la patronne du NTSB, donc la patronne des enquêteurs américains, a remercié Bob. Voilà. Alors, on a trouvé aussi autre chose. Ah si, oui. Attends, ouais, ça y est, ça me revient. En parfait état de marche. Ouais, incroyable. Incroyable. Ouais. Voilà. Et on a su que ça appartenait à un passager parce que dessus, il y avait le reçu d'enregistrement des bagages. Ouais. Ah, même deux. Alors, je pensais que c'était un. Non, il y en a eu deux. Il y avait deux téléphones, deux iPhones. Il y avait un iPhone. En tout cas, on peut parler de la marque. Bon. Dans un des deux qui n'était pas verrouillé. Voilà. Et c'est comme ça que ils ont vu le celui reçu qui l'a récupéré, et il a vu que le supplément bagage avait. Voilà, c'est ça. Il avait son reçu de Aujourd'hui, Boeing en est à emprunter de l'argent pour payer les intérêts d'emprunt. Donc, quand on en arrive à ce stade-là, on peut imaginer qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour investir dans un nouveau programme, par exemple. À suivre. Les passagers ont quand même eu de la chance. Oui, alors faut rappeler que l'avion, il n'était pas très haut. Il était à 5000 mètres, 4-5 000 mètres, oui, donc 14 000, 16 000 pieds, je crois. 16 000 pieds. Il a fait un... Bon, ils se sont évidemment rendus compte tout de suite du problème. Il a fait un énorme tour de piste, on peut dire. Il a pu revenir se poser. Heureusement, il faut savoir qu'à cette altitude, la pressurisation, elle est à environ de 25%, donc ça va. Si l'avion avait été en croisière à 10 000 mètres, 30 000 pieds, là, la pressurisation, la différence, le ratio, c'est 70-80%, donc ça aurait été catastrophique. Tu penses que l'avion aurait fini en morceaux? C'est ce que tu veux dire? Non, mais en tout cas, je pense que des personnes seraient passées à travers le... Déjà, dépressurisation brutale et aspiration, en tout cas des passagers les plus proches. Alors justement, on en parle avec le sourire, et ils n'ont pas été aspirés aussi parce qu'ils portaient leur ceinture. Ouais. Tout le monde portait sa ceinture parce qu'on était dans la phase de montée. Donc le signal porté aux ceintures était toujours allumé, et ça a sauvé la vie de certainement quelques passagers. Donc gardez votre ceinture attachée. Voilà, à propos de sauver des vies, de garder sa ceinture attachée, écoutez les consignes des PNC. Regardez ce qui s'est passé au Japon. Actu suivante. Ils ont sauvé la vie de 376. Non, ils étaient combien à bord 367 plus 12, non? Plus 12. Donc ça doit faire 379. 379. Occupants de la 350, tiré 900 de la compagnie GEL. Un avion qui avait 2 ans, tout neuf. Donc on parle de l'accident qui a lieu sur l'aéroport de Tokyo Haneda. Voilà, 2 janvier quand même, l'année commence. Qui a impliqué un A350 dont on parle avec le sourire, pas pour l'avion, pardon, mais pour ses occupants qui s'en sont sortis sains et saufs. Malheureusement, ça s'est moins bien passé pour les occupants de l'autre avion impliqué dans la collision, un Dash 8, garde-côte japonais. 6 occupants, 5 morts. Donc un accident très sérieux. On pense aux victimes d'abord parce que c'était des gardes-côtes qui travaillaient dans des conditions pas évidentes. Enfin, en termes de temps de travail, ça devait pas être évident puisque c'était juste après un séisme. Donc ils étaient probablement bien fatigués, bien stressés par les conditions par l'événement, par les événements en cours. Bon, toujours est-il qu'il y a eu cet accident. Et tu faisais allusion... plusieurs questions. Et qui soulève plusieurs questions. Alors tu faisais allusion... Alors une réponse en tout cas... Évacuation réussie par les personnels de cabine. Puis alors aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on vit quasiment les crashs, les événements quelques heures après. On n'immerse même pas. C'est même pas quelques heures. C'est-à-dire qu'on a vu des passagers qui descendaient les toboggans et qui mettaient en ligne déjà sur leur propre réseau des vidéos. Donc on a vu les vidéos de l'intérieur et des descentes très vite. Quasiment instantanément. Il y a déjà eu les premières images de la collision en elle-même, avant même que ça soit annoncé dans les médias, sur certains réseaux. Puis alors après, effectivement, les PAX... et là, on a le calme qui régnait dans la cabine.
le PNC qui gérait un petit peu l'évacuation. Apparemment, ils ont dû se mettre en accord avec le commandant de bord pour savoir quel côté ouvrir. Ça a été très bien décrypté par notre ami Alfred dans Lâcher Solo. Et finalement, ils s'en sont tous tirés. Je crois que c'est 90 secondes la réglementation qui impose une évacuation d'avion. Donc c'est 1 minute 30. Là, ils ont peut-être dépassé un peu, mais au final, on s'en fiche. Mais en utilisant seulement 3 issues de secours, 3 toboggans. Moins que le nombre total disponible. La moitié. Ouais, c'est ça. Donc, et dans un calme absolu. Donc le personnel de cabine a déterminé qu'il fallait utiliser ces 3 issues de secours et pas les autres. Que ces 3-là étaient sûrs et les autres posaient question. Gilles, pour toi, bien sûr, c'est trop tôt pour déterminer toutes les causes, même si on commence à en avoir quelques éléments, toutes les causes de l'accident. Mais pour toi, qu'est-ce qu'on peut déjà retenir de cet événement ? Alors, la première chose, c'est le fait que le Dash 8 des gardes-côtes japonais est rentré sur la piste sans en avoir eu l'autorisation. Donc là, on est dans un cas de figure d'une incursion sur piste. Alors après, une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit. Parce que pourquoi la question, c'est pourquoi des professionnels comme les gardes-côtes sont rentrés sur une piste sans en avoir l'autorisation. Alors il semblerait que le commandant, qui est le seul survivant là, de l'équipage du Dash 8, dise que lui a eu l'impression qu'ils avaient reçu le feu vert. Donc dans les transcriptions des échanges entre la tour et l'avion, ça n'apparaît pas. C'est clair qu'aucune autorisation a été donnée. J'aime pas dire l'explication, mais pour comprendre un peu ce qui s'est passé, on sait aussi que le système lumineux sur cette partie de l'aéroport, le balisage lumineux, était en panne. Et il y avait un NOTAM, c'est-à-dire qu'il y avait une information donnée à tous les pilotes qui précisait que le système était défaillant sur cette partie de l'aéroport et qui serait réparé d'ici février. Donc, ça veut dire qu'on sait qu'au point d'attente où le Dash 8 aurait dû s'arrêter, eh bien là, apparemment, il a roulé. les lumières qui matérialisent ce point d'attente ne fonctionnaient pas. Donc peut-être sans faire attention, ils ont passé ce point d'attente en attendant peut-être de voir les lumières. Ils se sont retrouvés sur la piste sans savoir qu'ils étaient sur la piste. Ils y sont quand même restés 50 secondes. Ouais. Ça veut dire que pendant 50 secondes, sur un des plus grands aéroports au monde, celui où il y a le plus de mouvement, personne s'est rendu compte qu'il y avait un avion, en attente, quoi. En attente sur la piste. Donc c'est pour ça, il faut être très très prudent parce qu'effectivement, on peut se dire, c'est de la faute du Dash 8. Non, c'est pas la faute du Dash 8. Effectivement, il est impliqué. Effectivement, il n'aurait pas dû se trouver à cet endroit-là, à ce moment-là. Mais pourquoi il y était ? Et c'est là que rentrent en ligne de compte les enquêteurs. Et notamment, on a les enquêteurs du bureau d'enquête et d'analyse, le BEA français. 4 enquêteurs qui sont partis dès le lendemain. Qui sont partis là-bas et qui sont parties prenantes dans cette enquête. Donc, d'ici un mois, on en saura plus. Puisqu'il va y avoir le pré-rapport qui doit sortir au bout d'un mois. Et puis, d'ici 18 mois à peu près, on aura, ou 2 ans, on aura le rapport. Donc, c'est pas 1 an la date 1 an peut-être, je ne sais pas. Aussi rapide. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, il vaudra mieux attendre le rapport pour savoir effectivement ce qui s'est passé. Ouais. Et alors, on peut s'attendre aussi à des enseignements en matière d'inflammabilité des matériaux composites. Ah oui, tout à fait. L'Airbus A350 fait partie de cette nouvelle génération d'avions dont la majeure partie de la masse est représentée, de la structure est représentée par des matériaux composites de la fibre de carbone. Plus léger, avec plus solide. Nombreux avantages. Rapport effectivement à la légèreté, résistance, comment le qualifier exactement. Résistance, en tout cas, plutôt, plus léger. Ouais. Plus léger en tout cas. Bien sûr, les matériaux composites ont fait l'objet de nombreux essais d'inflammabilité, des essais au sol, mais ce sont des essais partiels. Évidemment, on ne s'est pas amusé à mettre le feu à un avion entier. Maintenant, c'est fait. Alors voilà, malheureusement, maintenant, c'est fait. Donc, tous les essais en laboratoire ou incidents, il y avait eu aussi un incident il y a 10 ans sur un Boeing 787. Oui. Tout ça allait plutôt dans le bon sens et on s'était rendu compte que tous les résultats de ces tests et incidents étaient plutôt en faveur des composites
par rapport à l'aluminium classique, par rapport aux alliages d'aluminium habituellement utilisés. Et là, bien sûr, puis c'était à une autre échelle que le feu s'est propagé, donc on aura sûrement des enseignements à tirer de cet événement sur l'inflammabilité des composites. Et Gilles aussi, en préparant l'émission, on parlait de transparence des enquêteurs. On peut vraiment donner crédit. La Japan, ils ont fait un communiqué dès le lendemain, je crois, en précisant. Ils ont fait un communiqué officiel. Oui, je dirais c'est assez caractéristique maintenant des accidents qui se produisent, je dirais, du bon côté. Dans certains pays, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une transparence, comme tu le disais, où rapidement on a des informations factuelles sur les avions impliqués, sur le vol, alors là, on est allé jusqu'aux transcriptions des échanges entre la tour et les pilotes. Très rapidement. Très rapidement. Alors là c'est presque un peu étonnant qu'on les ait eus aussi rapidement. Mais ça veut dire que les autorités japonaises, avec l'accord sans doute du BEA français, ont décidé de jouer la transparence. Et ça a l'avantage énormément d'éviter de partir vers des délires de la presse, parce que on a connu quand même des accidents où là c'était la théorie du complot qui était déballée au grand jour. Là c'est quand même ça va dans le bon sens. Oui. C'est devenu culturel, je pense que cette transparence est devenue culturelle dans le milieu de. Puis encore une fois, accidents. avec les réseaux sociaux aussi, il y a tellement de groupes maintenant de passionnés aéronautiques qui retransmettent même des images ou des événements en direct. Il y a des passionnés à Los Angeles, à Londres, il y a des chaînes, des web TV qui filment les avions qui décollent et qui se posent avec les retransmissions ATC qu'on peut obtenir par Internet. Enfin, je veux dire, en fait, ils anticipent aussi, je pense, avant que certaines personnes puissent sortir tout et n'importe quoi. Donc, le ministère a publié la transcription claire pour éviter que ça s'enflamme sans jeu de mots. Merci de le préciser. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, on n'en a pas fini avec les flammes dans cette émission. Ça rappelle plein d'autres histoires. Je me rappelle le patron de Total aussi à Moscou, qui s'est pris un camion de... C'était une déneigeuse. Déneigeuse, c'était, Il était à bord d'un Falcon. Il n'y avait pas que le patron. Il y avait une grosse partie du comité de direction. Alors bien sûr, on a dit que c'était accidentel, c'était un attentat, etc. Il y a eu pas mal de... C'était peut-être tout simplement, alors là, une intrusion sur piste caractérisée. On a encore une actu, on se tourne vers l'avenir là, une actu un peu optimisme, innovation, sur l'hybride électrique. C'est intéressant là ce qui se passe avec l'ONERA. Office national d'études et de recherche aérospatiale. Oui, alors on renvoie à notre très bon article d'Aérobuzz, alors celui-ci de notre confrère Fabrice Morlon, qui parle d'un projet qui s'appelle Imhotep, donc effectivement qui se penche sur de futures propulsions hybrides, donc hybride au sens hybride électrique, thermique électrique comme dans les voitures, comme pour les voitures. Ce projet s'appelle Imhotep. Il est conduit par l'ONERA et d'autres acteurs, notamment Safran, notamment des acteurs industriels. Et alors c'est assez intéressant parce que ce projet ne vise pas un démonstrateur, il se projette plus loin, il se projette à l'horizon 2035. Et il étudie différentes configurations et il a fini par déterminer que la configuration la plus prometteuse, c'est celle que dans le domaine automobile on appelle l'hybride rechargeable. Le plug-in hybride en franglais. L'hybride rechargeable, l'idée c'est d'avoir essentiellement une architecture électrique, donc des moteurs électriques, des batteries, mais aussi un moteur thermique qui lui peut recharger les batteries. Mais il n'est là que pour recharger les batteries, il n'entraîne pas les moteurs. Donc c'est une différence par rapport à la plupart des voitures hybrides. C'est-à-dire que sur une voiture hybride, en général, les roues peuvent être entraînées, alors j'espère pas dire de bêtises, je suis moins spécialiste de l'automobile, les roues peuvent être entraînées aussi bien par des moteurs électriques que par le moteur thermique. Et en tout cas, sur ce projet, c'est pas un projet, pardon, sur cette configuration étudiée par des chercheurs, les moteurs sont uniquement électriques. Mais les batteries peuvent être rechargées par ce moteur thermique. Et ça donne globalement une configuration qui est favorable, une économie de carburant qui est sensible, qui évite de tomber dans le désagrément, j'allais dire le piège, dans le désagrément des batteries trop lourdes quand on veut faire un avion uniquement électrique, ou avec d'autres configurations, un avion trop lourd à cause des batteries. Et là, on prend des batteries
seulement entre guillemets pour faire une distance d'environ 200 nautiques, ce qui est déjà pas mal. Et on peut aller jusqu'à 600 000 nautiques. On rappelle qu'un nautique, c'est 1,852 km. Ou 52, pardon. 52, t'as raison. Et donc voilà, pour aller plus loin, on a cette capacité de recharger les batteries en vol avec ce moteur thermique qui sert uniquement à ça. Parce que pour bien comprendre, sur les voitures, je reviens un peu sur le côté grand public. Quand on dit voiture hybride, c'est un mix électrique et carburant fossile, quoi. Oui. Et là, c'est que il n'y a pas de kérosène sur ces. Il y aurait de l'avion pour le moteur thermique. Le moteur qu'on appelle thermique, lui, il est bien, il fonctionne bien avec un carburant fossile, durable, à déterminer. Mais c'est bien un carburant qu'on brûle. Voilà. En tout cas. Tandis que là, c'est de l'hybride, c'est de l'électricité, 100%. Sur Emotep, quand on parle de moteur thermique, ça veut dire qu'il brûle quelque chose. Voilà. Et le quelque chose, ça peut être du kérosène classique, donc fossile, ou durable, donc les fameux SAF, les fameux carburants d'aviation durable. Donc il y a bien à la fois sur cette configuration étudiée par l'ONERA et ses partenaires, il y a bien à la fois des batteries et un réservoir de carburant liquide. D'accord, c'est bien clair. Mais donc c'est intéressant, c'est ça, c'est que par rapport à beaucoup d'autres projets, ce qui est mis en avant dans cette étude, c'est cette configuration dite hybride rechargeable. Et ça, c'est relativement nouveau. Et c'est la plus prometteuse, je crois que c'est vrai, effectivement. Ouais. Et je crois que c'est le terme employé par les chargeurs, c'est la plus prometteuse. Alors, comme ils se projettent à l'horizon 2035, ils comptent sur des progrès en matière de batterie, en matière de densité de batterie. On espère qu'on atteindra un certain niveau de densité énergétique qu'on n'a pas aujourd'hui. Cela dit, les chercheurs se disent relativement prudents. Ils ne sont pas non plus dans les prévisions échevelées de certains constructeurs de batteries. En tout cas, l'aéronautique, l'aviation est en pleine mutation vers une transition, on l'espère, la plus proche possible. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le moteur thermique, lui, à terme, sera alimenté par du SAF, du carburant durable. Et c'est un moteur thermique qui fonctionne de manière optimale pendant tout le vol. Au contraire des moteurs d'aujourd'hui, des moteurs classiques, qui sont dimensionnés pour le décollage, et donc en vol, ils sont plutôt en sous-régime. Et le sous-régime, c'est pas le régime idéal en termes de consommation. Là, au contraire, il y aura une optimisation sur la consommation. C'est ça. Et parce que le moteur tourne à régime constant sur la configuration étudiée par l'ONERA et ses partenaires, il polluera moins. Le moteur tourne à régime constant et il est optimisé pour ce régime. Tandis que sur les avions d'aujourd'hui, les moteurs doivent pouvoir être utilisés à plusieurs régimes. Donc, ils sont jamais exactement à leur optimum. On rejoint ce qu'a posté Franck May, un moteur thermique beaucoup plus léger, optimisé pour son rendement, comme tu viens de dire, au lieu d'être optimisé pour entraîner une hélice. Voilà. À suivre donc, mais en tout cas, c'est super encourageant. Nous avons fait le tour des actus. On a un chiffre mystère, tiens, 5500. Ok. Bon, donc si vous avez fini les actus, je vais vous laisser. Ce que je voulais vous dire avant de vous quitter, c'est que vous venez de parler beaucoup d'hybrides. On en parlera la semaine prochaine avec Jean Botti. Jean Botti, qui est donc le patron de Voltaero, et Voltaero qui développe un avion hybride électrique, le Cassio. En l'occurrence, le premier, ce sera le Cassio 330. Donc, on a la chance d'avoir Jean Botti pour nous tout seuls la semaine prochaine à midi, donc avec Jean Botti pour parler donc du programme Cassio 330, voir où ils en sont dans les essais en vol, et puis également dans l'industrialisation du produit, puisqu'ils sont en train de construire à Rochefort leur usine dans laquelle ils seront assemblés les Cassio. Au revoir à tous, et puis je continue sur le chat. Allez, salut. Effectivement, alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas souvent sur Jumpseat qu'on parle de spatial, d'espace, et pourtant l'actualité est extrêmement riche. Oui. Oui. Il se passe beaucoup de choses dans le ciel, bien au-delà des niveaux 300 et 400. Là, on va carrément quitter l'attraction terrestre. On va parler d'espace. De la position de l'Europe dans le reste du monde au niveau du spatial, en particulier avec Ariane. Mais avant ça, Thierry, quelques mots quand même. Ce matin, il y avait un événement important, c'était la conférence de presse du CNES. Oui. Tu y as assisté avant l'émission. J'ai assisté, pas physiquement, mais en visio, pas physiquement, mais voilà, en visio. Alors, raconte-nous un petit peu, donc Centre national d'études spatiales, raconte-nous un petit peu quelle était la température. Là, je reste vraiment sur la chaleur aujourd'hui. Oui. Voilà, c'était quand même les vœux. Voilà, comment se présente 2024 pour l'espace européen? J'imagine que ça a été abordé, cette question. Oui, donc c'était les vœux effectivement de Philippe Baptiste qui dirige le CNES. Qu'on salue Philippe. Le Centre national d'études spatiales, donc l'agence spatiale française.
Et au cours de ses vœux, il a confirmé l'objectif de lancement d'Ariane 6, donc la nouvelle version d'Ariane, qui nous accompagne sous forme de maquette aujourd'hui au centre de la table, elle est belle. entre nos deux jump seats. Ah mince, elle doit pas décoller tout de suite. Voilà. Attends un petit peu, il faut attendre quelques mois. Il a confirmé l'objectif d'une période située entre mi-juin et fin juillet. Donc ça, c'est confirmé pour le moment, toujours. Hein. C'est confirmé, voilà, on croise les doigts. Ouais. Mais en tout cas, c'est confirmé. Pas de problème notable. Il y a des essais importants qui se sont poursuivis en décembre. Ouais. Et donc ça, il a rappelé l'importance de l'espace pour la France, avec une augmentation du budget du CNES. Il a rappelé l'importance de la France pour le spatial. La France, c'est à peu près, l'industrie spatiale française, c'est à peu près la moitié de l'industrie spatiale européenne. Qu'on compte en activité, qu'on compte en nombre d'emplois, qu'on compte en chiffre d'affaires, on est à peu près la moitié de l'industrie spatiale européenne. Il a rappelé qu'Ariane 5 a tiré sa révérence au mois de juillet dernier, après 117 lancements tout de même. 117 lancements. Ouais. Et donc un magnifique lancement le 5 juillet dernier. Et puis alors il a dévoilé le début d'études pour des moteurs futurs qui seraient très puissants. Alors là, j'attends impatiemment d'en savoir plus. Il n'a pas été très bavard sur le sujet, mais en tout cas, il a annoncé des études dans des moteurs très puissants, entre 200 et 250 tonnes par moteur. D'accord. Donc encore des plus Vulcain 2 ou 3 peut-être. En tout cas, bien plus puissant que le moteur Prometheus qui est déjà à l'étude pour faire un moteur moins cher et moins cher et réutilisable. Donc là, des moteurs qui seraient plus puissants que Prometheus, plus puissants que le Vulcain 2.1 actuel. Donc pour un futur lanceur lourd. Donc il n'a pas donné de date, il n'a pas donné d'usage possible, mais en tout cas, des appels d'offres ont été lancés. Ariane Group a commencé à y travailler, des startups aussi. Et bon, il y a un mode de combustion qui reste à maîtriser pour ces niveaux de puissance. Donc voilà, 250 tonnes, donc à creuser, sujet à creuser. Et puis il a rappelé. Il a confirmé que le centre spatial guyanais, donc Kourou, on parle souvent de Kourou, la base de lancement de Kourou, continue sa modernisation, avec notamment un verdissement de ses sources d'énergie. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, la base de Kourou, a-t-il dit, c'est 15% de la consommation d'électricité en Guyane. Ah oui, ça, je ne savais pas, c'est quand même pas rien. C'est considérable. Or, cette électricité est fortement carbonée. Et notamment avec des champs de panneaux photovoltaïques, on s'achemine vers une électricité plus verte pour le centre spatial guyanais. Ça, c'est du court terme, vraiment du court terme. Non, mais c'est intéressant. Et d'autres moyens. Et puis, il a rappelé, et là, ça fait une transition avec ce qui va nous occuper. Il a rappelé que, puisque aujourd'hui, on n'a aucun lanceur européen disponible, ni Vega, ni Ariane, ni européen au sens large, Soyouz, qui était russe, qui n'est plus utilisé pour les raisons qu'on sait, on pourrait y revenir. Aucun lanceur à l'instant T. Et donc certains satellites Galileo, donc la constellation européenne de positionnement, l'équivalent européen du GPS, qui est meilleur en performance. Galileo est plus précis que le GPS. En tout cas, d'autres satellites de la constellation, qui fonctionnent très bien aujourd'hui, devraient être lancés. Ils sont bloqués, faute de lanceurs. Alors jusqu'ici, j'avais entendu parler de négociations en cours avec des lanceurs américains. Mais là, ce matin, il a dit non, bloqué faute de lanceur. Donc apparemment, ça coince. Voilà pour la température, les points chauds, les points saillants de la conférence de presse de ce matin au CNES. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a pas mal d'annonces et de perspectives pour 2024 et après. Oui. C'est intéressant parce que c'est vraiment de l'année à venir dont on va parler. Une petite parenthèse sur l'actu spatiale. Vous savez aussi qu'une sonde est partie vers la Lune, la fusée Vulcan Centaur, avec la mission Peregrine. Et elle risque de pas y arriver parce qu'apparemment il y aurait des fuites de carburant. Alors je ne sais pas où ça en est à l'instant T. Si vous avez des informations sur le chat, partagez-les avec nous. Je suis pas retourné voir là sur les actus. Puis c'est la fusée, c'est la NASA là. Alors c'est nous, un nouveau lanceur. Nouveau lanceur, hein. Nouveau lanceur qui s'appelle Vulcan Centaur, opéré par ULA. Donc un concurrent d'Ariane Espace qui s'appelle ULA, United Launch Alliance, et qui, entre autres particularités, en plus de sa puissance, diverses nouveautés. Donc c'est son premier lancement. Entre autres particularités, il utilise des moteurs fournis par Blue Origin. Blue Origin, qui est la société de Jeff Bezos, qui elle est toujours en cours de mise au point de son lanceur, qui s'appellera le New Glenn. En tout cas, toujours en cours de mise au point. Mais les moteurs, eux, ça y est, ils ont commencé à être utilisés. Donc, côté Blue Origin, mise au point du lanceur, avec des moteurs qui, eux, sont aussi utilisés sur le Vulcan Centaur.
et qui donc viennent de connaître leur première utilisation opérationnelle. Voilà. Tu peux nous rappeler, Thierry, tu parlais de Ariane 5 a fait combien de lancements au total? 117 lancements. Très peu. Alors j'ai plus en tête le nombre d'échecs, mais très faible, et ce qui a donné une fiabilité tout à fait remarquable à ce lanceur. C'est intéressant comme chiffre. Pourquoi? L'an passé, 2023 vient de se terminer, les États-Unis ont réalisé 107 lancements contre seulement 3 pour l'Europe. Comment en est-on arrivé là? Il faut savoir que sur ces 107 lancements, il y avait SpaceX, il y a SpaceX qui rafle tout. 96 tirs avec le Falcon 9. C'est deux tirs par semaine. Voilà. La Chine a fait 62 lancements. Ils sont pas tout à fait encore à 2 par semaine, c'est un objectif. Voilà, c'est un objectif. Mais bon, c'est quand même considérable. Ouais. C'est considérable. Ouais. On n'en est pas loin quand même. Hein. La Chine, 62 lancements. La Russie, 19 tirs, 17 Soyouz. L'Inde, 7 lancements. Les Japonais, le Japon, 3 lancements, c'est-à-dire comme nous. Nous, sur ces 3 lancements européens, donc on en a 2 pour Ariane, c'était les 2 derniers d'Ariane 5, et on en a un de nos voisins italiens avec Vega. Vega, toujours depuis Kourou, toujours voilà. via Arianespace. Ouais. Alors, la question quand même se pose, pourquoi on est carrément à la traîne là On est à la traîne. Qu'est-ce qui se passe? Je vais faire de mon mieux pour vous répondre, mais c'est très vaste. Eh ben c'est parti. Bon, c'est bien, une heure et quart. Comment en est-on arrivé là? Pour répondre à ta question, comment on est arrivé là? Comment est-on arrivé à cette différence énorme entre le nombre de lancements européens en 2023 et le nombre de lancements dans d'autres pays, dont les États-Unis? Alors, beaucoup de ces lancements ne sont pas ouverts à la concurrence. C'est-à-dire que un pays comme les États-Unis ou la Russie ou la Chine peuvent dire nos lancements, on les lance avec nos satellites, on les lance avec nos lanceurs. Point. Et puis, il y a aussi des opérateurs privés qui, eux, ont le droit, dans leur pays, de faire jouer la concurrence. Donc ça peut être un opérateur de satellite qui a acheté un satellite de télécommunication et qui dit « je cherche un lanceur pour mon nouveau satellite ». Et donc c'est sur ce marché-là, c'est principalement sur ce marché-là que sont les Européens. La Commission européenne ou des pays européens peuvent dire mes satellites, je ne les lance que sur des lanceurs européens pour des questions de souveraineté, pour diverses raisons. C'est pas toujours le cas d'ailleurs. Mais ce qui a fait les beaux jours, ce qui a fait la réputation d'Arianespace, ce sont les lancements commerciaux. Donc en termes de concurrence, face à la concurrence, pour ces satellites qui cherchaient un lancement adéquat, pas cher, fiable, etc. Donc tous ces lancements qui ont fait les beaux jours d'Arianespace, c'était principalement des lancements commerciaux. Donc ça, c'est pour situer un petit peu le cadre. Tout ça pour dire qu'il y a plein de lancements qui sont faits dans le monde auxquels Arianespace ne pourra pas proposer ses services. Parce que c'est des pays qui disent non, moi je lance chez moi. Sur Arianespace et sur SpaceX, alors effectivement, SpaceX a une partie de son activité de lancement qui est liée à sa propre constellation. Donc en quelque sorte, SpaceX est son propre client, puisque la constellation de communication, la constellation Internet Starlink, est développée et promue et vendue par SpaceX, et qu'elle est lancée via des fusées, des lanceurs SpaceX, donc Falcon 9. D'une certaine manière, SpaceX s'alimente lui-même. Ça représente une proportion non négligeable de SpaceX, mais ça n'enlève rien au mérite de SpaceX sur le nombre de lancements qu'ils font, sur la part de marché qu'ils ont acquise et sur la technologie qu'ils ont mise au point qui fonctionne très bien, qui est celle de la réutilisation de l'étage principal. Je fais une parenthèse, ils prévoient 3 lancements par semaine en 2024, SpaceX. Ça devient banal, quoi. Ça devient banal. Quasiment tous les jours. Alors attention, on parle bien de réutilisation de l'étage principal. Le lanceur n'est pas entièrement réutilisable, c'est l'étage principal. Donc voilà, comment on est arrivé là? Comment on est arrivé à ce faible nombre de lancements, donc 3 seulement en 2023 pour les Européens, et plusieurs dizaines dans beaucoup d'autres pays, et donc plus de 100 aux États-Unis. Redis-moi, pour SpaceX seulement, c'était combien déjà? Le nombre de lancements de SpaceX en 2023, c'était... Oh, c'était 96. 96, d'accord. 96, merci. D'accord. Merci. Et 144 pour cette année. Voilà. Je vous rappelle qu'il y a un chiffre mystère, 5500, je dis ça, je dis rien. Alors comment on en est arrivé là? Donc on a parlé des concurrents qui eux lancent à tour de bras. On a parlé des contraintes un peu géopolitiques, des pays qui veulent lancer chez eux uniquement. On a parlé de satellites commerciaux, d'opérateurs commerciaux qui choisissent la fusée sur laquelle ils veulent être lancés. Et puis maintenant on va parler des lanceurs eux-mêmes, des fusées européennes elles-mêmes qui sont terriblement en retard. Alors voilà, ce que tu l'as dit tout à l'heure, et ça a été confirmé à la conférence de presse du CNES ce matin, Ariane 6, pour le moment, est planifié pour le milieu de l'année, pour cet été. C'est ça, c'est pour l'été, c'est ça. Pour l'été. Juin-juillet, entre le 15 juin et le 30 juillet.
Alors, enfin, j'ai envie de dire. Enfin, 4 ans de retard. 4 ans. Elle a longtemps été prévue, le premier lancement a longtemps été prévu pour l'été 2020. Alors, pourquoi un tel retard? Alors pourquoi un tel retard? Plusieurs facteurs, effectivement. Il y a eu des retards liés au Covid. Il y a eu des retards liés à l'organisation moins efficace qu'espéré, peut-être. Puisque là, c'était une nouvelle organisation où des acteurs privés, des entreprises privées, mettaient au point un lanceur sous la supervision de l'Agence spatiale européenne. C'était probablement une amélioration, mais ça n'a pas donné, en termes d'organisation, ça n'a pas donné les résultats espérés. En fait, on va revenir au point de départ d'Ariane 6, c'est-à-dire 2014. Pourquoi est-ce qu'on lance Ariane 6 alors qu'Ariane 5 est en pleine forme en 2014? Bien parce qu'on sent venir, alors là, il faut vraiment donner le crédit aux Européens, aux membres de l'Agence spatiale européenne, aux États membres. Ils ont vu venir SpaceX. Alors, SpaceX était loin d'être ce que l'entreprise est aujourd'hui. SpaceX était vraiment une entreprise qui monte en 2014. Et les Européens ont vu qu'il allait falloir la contrer en termes concurrentiels, en termes de coûts. Et on dit Ariane 5 va vite être trop cher, enfin est déjà trop cher. Et alors, bien qu'on ne sache pas très bien comment SpaceX fait ses prix, puisque c'est une entreprise privée, mais alors là au sens fort du terme, donc elle n'est pas cotée en bourse, elle ne publie pas ses comptes, donc on ne sait pas très bien comment ils font leur prix, mais le fait est qu'elle est bien moins chère qu'Ariane 5. Un lancement sur Falcon 9 est bien moins cher qu'un lancement sur Ariane 5, et donc les Européens ont dit on va faire un lanceur moins cher. Donc on lance Ariane 6, 2014, on lance Ariane 6 pour proposer des lancements moins chers. Et cette mise au point a été retardée, donc on commençait à le dire, par le Covid, bon ça c'était à partir de 2020, le Covid, une organisation moins efficace qu'espérée, et par un tas de problèmes techniques difficiles à résoudre qui ont pris plus longtemps que prévu. Est-ce que je peux donner un exemple grâce à cette maquette? Ah mais tout à fait. On va vous montrer maintenant une des raisons pour lesquelles Ariane 6 a pris du retard. Oui. 4 ans. Mais peut-être que c'est un retard qui en vaut la peine. C'est un retard qui en vaut la peine, exactement. On va voir ça. On va voir ça tout de suite. Merci, Alors, Jérôme. j'ai promis à Thierry de ne pas le déconcentrer. Range-moi cette boîte. Range-moi cette boîte. Voilà, tout est prêt. Donc, on va parler d'un point particulier d'Ariane 6. Donc, c'est une amélioration qu'Ariane 6 apporte par rapport à Ariane 5. Cette amélioration en termes de sécurité, de souplesse d'utilisation et in fine de coût, parce que qui dit souplesse dit on occupe moins longtemps le pas de tir, on peut passer d'un lancement à l'autre, d'une fusée à l'autre plus rapidement. Mais bon, cette amélioration, elle est technique et surtout à voir en matière de sécurité et de simplicité d'utilisation. On va commencer par la séquence d'allumage classique d'une fusée Ariane 5 ou 6. Les deux, c'est vraiment, dans les deux cas, c'est la même chose pour ce que nous allons décrire. On allume d'abord le moteur Vulcain, qui est le moteur principal, le moteur central. Il est là. Alors, on va faire un petit compte à rebours. On est à Kourou. 5, 4. Non, c'est en français 3, à Kourou, c'est en français. 2, 1, 0. Allumage Vulcain. Et la fusée est toujours au sol. Et maintenant, allumage des boosters latéraux. Donc, allumage des étages accélérateurs à poudre. Ce sont les 4 moteurs qui sont situés sur les côtés. Alors, dans le cas d'Ariane 5, il y en a 2, mais bon, peu importe. Allumage des boosters latéraux. Et là, la fusée décolle. Merci Jérôme. Voilà. Séquence classique d'une Ariane 5 ou Ariane 6 quand tout est nominal. On va ajouter maintenant les bras, qui sont la pièce critique dont nous allons parler, la pièce sur laquelle porte l'amélioration et qui a causé quelques problèmes de mise au point. On va ajouter les bras d'alimentation cryogénique, puisque une fusée, comme Ariane 5 ou Ariane 6, fonctionne avec de l'hydrogène liquide et de l'oxygène liquide. Ce sont des bras qui l'alimentent jusqu'au dernier moment, des bras dans lesquels bien sûr passent des tuyaux, des canalisations qui apportent ces deux liquides dans la fusée. Donc là, on fait la séquence classique Ariane 5. On leur fait, les bras se replient et ensuite on allume le moteur Vulcain, s'il te plaît. Alors c'est très important allumage ça. Vulcain. On est sur une Ariane 5 là et vous avez bien vu que les bras se sont repliés. Qui permettent le remplissage des réservoirs se sont repliés. Avant l'allumage, on a 2, 1, 0, allumage du Vulcain. Et ensuite les boosters latéraux. Les boosters latéraux dans la foulée, c'est une histoire de quelques secondes. Hein. C'est une histoire de quelques secondes, exactement. Tac. C'est parti pour les boosters latéraux. Donc on imagine toujours que c'est une Ariane 5. Voilà. Et on a décollé. Oula, elle part un peu sur le côté quand même. Hein. C'est normal, elle rejoint son orbite, tout va bien. Alors excusez-nous pour la maquette qui est une maquette d'Ariane 6, donc c'est pas le bon nombre de AP, c'est pas le bon nombre de boosters, mais il y en a que 2, je crois. C'est ça, mais le principe est le même. Donc vous avez bien retenu, premier tir, pas de problème. Deuxième tir. Et maintenant deuxième Thierry tir. a bien montré les bras d'alimentation qui se replient. Avant l'allumage des moteurs. Avant l'allumage des moteurs. C'est ça. C'est très important, vous allez voir pourquoi. Maintenant, on va faire on imagine toujours que c'est une Ariane 5 et on va faire un lancement. Alors c'est déjà arrivé, un lancement au cours duquel il y a un problème qui sera résolu par la suite. Mais il y a un problème, on va figurer ce problème. Donc lancement Ariane 5. Donc là, les bras sont connectés, les moteurs sont toujours éteints. Voilà. Je replie mes bras.
on allume le Vulcain. 2, 1, 0, allumage. Stop, on a un indicateur rouge, on éteint le Vulcain. Donc là, on a une fusée qui est sur son pas de tir, qui a consommé très peu de carburant, elle est quasiment pleine de carburant. On a un problème à résoudre, les ingénieurs vont devoir vraisemblablement s'approcher, en tout cas on a un problème à résoudre, qui va pas empêcher à la fin la fusée d'être lancée, mais on a un problème à résoudre. Comment on fait pour vidanger les réservoirs? C'est une grosse galère. C'est long, c'est compliqué et ça pose un problème de sécurité bien sûr puisque pendant tout le temps où les réservoirs sont remplis, il y a une bombe en attendant que les réservoirs soient vidangés. Donc c'est faisable mais c'est long et compliqué et ça pose un problème de sécurité. Et puisque c'est long, la fusée reste plus longtemps sur le pas de tir, ça peut peut-être occuper des ingénieurs alors qu'ils devraient être occupés ailleurs, peut-être à préparer le lancement suivant, que sais-je. D'où l'idée sur Ariane 6 de modifier cette séquence. Donc on a des bras complètement différents qui peuvent s'écarter de la fusée plus tard. Maintenant on va faire un lancement classique d'Ariane 6 et puis après on fera le lancement dégradé d'Ariane 6 et là vous allez voir la différence. Alors on a une vraie Ariane 6 maintenant. Cette fois-ci c'est bien Ariane 6. Donc les bras d'alimentation sont connectés. Les bras sont connectés. Peux-tu allumer le Vulcain? Donc on peut faire un petit compte à rebours pour l'allumage Vulcain. Allumage Vulcain, 5, 4, 3, bon allez 2, 1, 0, ça suffit maintenant. Allumage Vulcain. Les bras s'écartent. Allumage booster latéraux. Booster latéraux en allumage. Là, on a les 4. Hein. Et Ariane 6 Ariane 6 décolle sans problème. Sans problème. Espérons que là, on est en juillet 2024. Ça Exactement. Ça se passe comme ça. Tout s'est bien passé. Vous avez vu que les bras se sont écartés après l'allumage Vulcain. Je répète, on a allumé Vulcain et les bras se sont écartés après. Maintenant, on va faire le cas, et c'est là tout l'intérêt de l'amélioration, on va faire le cas où un problème survient. Et c'est déjà arrivé sur Ariane 5, et on s'est dit, sur Ariane 6, si ça arrive de nouveau, sur Ariane 6, ce sera plus facile à résoudre. Donc les bras sont toujours connectés. Allumage Vulcain, s'il te plaît. 3, 2, 1, allumage. Stop, on a un indicateur rouge, on éteint Vulcain, abort. on éteint Vulcain, et donc là, on a la fusée sur son pas de tir, avec les bras toujours connectés. Facilité de vidange immédiate. Les bras sont simplement là, pourront être utilisés simplement en sens inverse. Les tuyaux seront utilisés en sens inverse. On va pouvoir vidanger simplement les réservoirs d'hydrogène liquide et d'oxygène liquide. Et on pourra résoudre le problème beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt que sur Ariane 5. En résumé, c'est un avantage. C'est un gros avantage en termes de sécurité, en termes de souplesse d'utilisation. Et ça rassure le client. Effectivement, in fine, on peut imaginer que ça donnera plus de compétitivité à la fusée puisqu'on pourra résoudre le problème plus vite, donc éviter un retard, être dans la bonne fenêtre de tir et passer au lancement suivant plus vite, plus tôt, puisqu'un des objectifs d'Ariane 6, pour être moins cher, c'est d'avoir plus de lancements par an pour bénéficier d'économies d'échelle. Et donc je reviens à ces bras. Pourquoi sont-ils difficiles à mettre au point? Ces bras d'alimentation cryogénique sur Ariane 6, ils mesurent 14 mètres de long chacun, ils pèsent 20 tonnes chacun, ah oui, quand même. Et ils doivent s'écarter en moins de 3 secondes. Cet écartement, il doit se faire en moins de 3 secondes, et pendant le même temps, doit se produire au bout de chaque bras une autre petite opération qui consiste à fermer les connecteurs pour éviter qu'ils soient endommagés par la chaleur qui se dégage des moteurs. Donc très rapidement, en 3 secondes, on doit obturer des connecteurs qui sont au bout des bras et écarter les bras eux-mêmes. On doit suffisamment les écarter, et donc ils doivent être suffisamment longs pour donner de la marge, pour qu'il y ait une grande marge de sécurité entre la position des bras une fois écartés et le lanceur. Si le lanceur dévie un petit peu de sa trajectoire au départ, il faut absolument éviter d'endommager les bras. On peut imaginer que les moteurs, que le flux d'air chaud, le flux de gaz chaud des moteurs passe pas très loin des bras. On veut absolument éviter d'endommager les bras. Et donc tout ça, ça a été très long à mettre au point. Ça a été mis au point notamment à Fos-sur-Mer. Les essais ont continué à Kourou. Alors Martin, je crois que nous avons une petite vidéo à ce sujet. Des bras qui s'écartent et des bras qui se recroquevillent. Moi, en tant que néophyte, j'aurais pensé que c'est beaucoup plus compliqué à mettre au point des bras qui se replient sur eux-mêmes. C'est surtout, moi ce que j'ai compris, c'est que c'est surtout une question de vitesse. De vitesse, d'accord. 3 secondes. C'est ça. Voilà. Sur Ariane 5, ils se repliaient tranquillement. Voilà, merci Martin. Ce sont les bras d'Ariane 6 qui s'écartent. Donc voilà les fameux bras. 20 tonnes chacun. Et 14 mètres de long chacun. Donc c'est par ces bras-là qu'arrive le carburant. C'est ça. Carburant et comburant. Sur une fusée qui va dans l'espace, on parle de carburant et de comburant. Donc carburant hydrogène liquide et comburant oxygène liquide. Là, quand on parle d'hydrogène liquide, on parle de moins 253 degrés. Donc là, on voit les ingénieurs au travail. Je pense exactement. Que alors la suite, ouais, c'est ça. Ce sont les moyens d'avitaillement de nouvelle génération. D'accord. Les mangues. Voilà, qui se ferment. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est ce qui se passe au bout des bras, au moment où les bras s'écartent. C'est passionnant. Et donc des essais, donc il y en a eu à Fos-sur-Mer, il y en a eu à Kourou, et à venir à la fin du mois, à la fin du mois de janvier,
auront lieu des essais avec le modèle d'essai au sol. Donc pour l'instant, si vous voulez, l'écartement des bras, il a eu lieu à vide. Et là, il va avoir lieu sur une fusée d'essai. Alors c'est une fusée d'essai au sol. Ça ne décollera pas, c'est une Ariane 6 qui restera au sol. C'est ce qu'on appelle le CTM, le Combined Test Model, le modèle d'essai combiné, le prototype d'essai combiné, si vous voulez. Alors pourquoi combiné ? Parce que c'est le modèle d'essai au sol qui permet de tester à la fois le lanceur, les systèmes lanceurs plutôt, et, alors là on va voir les bras s'écarter, on teste le système lanceur et on teste les systèmes sol. Les bras bien sûr font partie des systèmes sol. Donc là on va voir que l'essai a été réalisé à vide. À l'ouverture. Voilà, la fameuse ouverture, le fameux écartement des bras, on voit qu'il s'écarte largement de la fusée. Puis même moins de 3 secondes. C'est ça, oui, les moins de 3 secondes ont été validés. Ah ouais. Et donc, essai à valider une fois de plus dans les jours ou les semaines qui viennent avec la fusée complète, modèle d'essai au sol, complète entre les bras. Donc voilà, encore une fois, un système complexe à mettre au point qui a retardé, qui a retardé le développement d'Ariane 6. Ce retard, mais système innovant qui permettrait en cas de problème qui éviterait de vidanger en fait c'est ça. la fusée. Qui permet de vidanger facilement. Qui permet de vidanger facilement et de refaire le plein en configuration de lancement plus rapidement que... Voilà. Exactement, vidanger, résoudre le problème et refaire le plein. Exactement. C'est des gains de plusieurs semaines oui. par rapport à... Plusieurs jours, on va dire, on parle en jour. Voilà, on parle en jour. Voilà. On parle en jour. Alors c'est une précision que j'aurais aimé avoir ce matin, que j'ai pas réussi à avoir ce matin. Non, mais en tout cas... est-ce qu'on peut profiter de la présence de la maquette ? Eh ben c'est parti. Mais non, Jérôme, mettez pas bien. Non, Jérôme, s'il te plaît. Non. Moi, j'aurais bien aimé la voir partir. T'as beaucoup joué avec des pétards quand t'étais petit, toi. J'adore l'odeur des allumettes. On va profiter de la maquette. Est-ce qu'on peut parler de ces fameux 4 boosters latéraux ? Ouais, absolument. Alors là où les Européens, je pense, sont assez malins sur la mise au point de ce lanceur, c'est que vous voyez, là, c'est la version lourde d'Ariane 6, 4 boosters latéraux, donc elle pourra emporter 2 satellites lourds. Et pour des lancements de charge utile moyenne, on pourra se contenter de 2. Avec 2 boosters. Donc il y aura Ariane 62, alors c'est Ariane 6.2, donc Ariane 6 avec 2 boosters, et puis Ariane 64 ou Ariane 6.4, donc Ariane 6 avec 4 boosters, 4 étages accélérateur à poudre. Et la 5 en a que 2. Hein. Voilà, alors là où c'est malin aussi, c'est que un étage accélérateur à poudre comme celui-ci, c'est aussi un étage principal de Vega C. Qu'est-ce que Vega C, me direz-vous ? Vega C, c'est l'autre lanceur de la famille européenne, ou un autre lanceur de la famille européenne. C'est l'évolution du lanceur Vega, le lanceur Vega qui existe aujourd'hui, qui fonctionne depuis 2012, qui est un lanceur léger, on peut dire un petit lanceur, qui jusqu'ici était de conception indépendante. Il n'y avait pas particulièrement d'éléments communs. Et quand on passe à Vega C, qui est un lanceur un petit peu plus gros, donc lanceur léger à moyen, sachant qu'Ariane 6 c'est moyen à lourd, eh bien on a une communauté importante qui est ce booster. C'est soit un booster d'Ariane 6, soit l'étage principal de Vega C. D'où des économies d'échelle, d'où une plus grande compétitivité, donc des meilleurs prix, in fine, pour le client. Vega C, nos voisins italiens. Hein. Vega C, nos voisins italiens. Vega C qui l'année dernière. Hein. Voilà, Vega C qui a aussi des problèmes. Et donc, ça répond aussi à la question, comment en est-on arrivé là ? Pourquoi seulement 3 lancements de lanceurs européens l'an dernier ? Eh bien, parce que Vega a de sérieux problèmes. Vega et Vega C ont de sérieux problèmes. Elles ont connu des échecs. 3 en 2 ans, le chat me corrigera peut-être, mais je crois que c'était 3 en 2 ans. Et Vega C, par exemple, a connu un échec fin 2022 et ne revolera pas avant fin 2024. Mais est-ce qu'on se complique pas un petit peu là ? Pourquoi on se concentrerait pas que sur Ariane ? Très bonne question, justement. Il y a certains lancements pour lesquels on veut un lanceur à la bonne taille. Tous les satellites ne pèsent pas 6 tonnes. Il y a des satellites... Vega C est un complément. Exactement, oui, c'est dans une gamme, dans une gamme de constructeurs automobiles, il y a des grosses, des moyennes, des petites voitures. Eh bien, chez Airbus, il y a une gamme d'avions. Chez Boeing, il y a une gamme d'avions. Eh bien, en termes de lanceurs, on peut aussi avoir une gamme. C'est assez intelligent parce que ça permet d'adapter la taille du lanceur à la taille du satellite et donc de proposer un prix adapté. Et puis aussi des délais adaptés. Remplir une Ariane 6, a priori, il y a 2 satellites sur une Ariane 6. Eh ben, ça prend plus de temps, peut-être, que de remplir la coiffe, c'est comme ça qu'on appelle la partie où on loge le satellite, que de remplir la coiffe d'une Vega C ou d'une Vega, qui peut se contenter peut-être d'un satellite de taille moyenne. Et donc, le délai de lancement peut être plus court.
En fait, bon, c'est impressionnant, c'est l'espace, il y a des enjeux technologiques immenses, mais c'est comme le transport cargo des avions, quoi. Il y a des avions adaptés par rapport au tas, il y a des clients, bien sûr, oui. Il y a des remplissages à faire pour que les lancements soient rentables. J'en reviens aussi à ce que tu disais tout à l'heure, plus une fusée passe du temps au sol, elle perd de l'argent, hein, comme un avion en fait. Bien sûr, oui, comme un avion. Donc d'où l'intérêt de ces nouveaux bras qui permettraient en cas de problème de la remettre... prête au décollage plus rapidement. Exactement. D'accord. C'est exactement ça. C'est vraiment intéressant. 5500, alors vous avez trouvé ou pas? Moi, j'ai pas trouvé. Moi, j'ai pas trouvé. On en a parlé déjà dans cette partie spatiale, du lien avec ce chiffre. Ah oui, c'est un lien avec l'émission quand même. Oui. Oui, ça y est, on a un gagnant. Bravo, MMG7F, c'est le nombre de satellites déployés par Starlink à ce jour. Voilà. Bien. Pourquoi sortir Ariane 5 de la gamme? Il n'y a plus de lanceur long, si je comprends bien. Bien vu. L'idée des Européens, c'était de remplacer, c'est toujours de remplacer Ariane 5 par Ariane 6. Il devait y avoir une période de recouvrement. Elle n'a pas eu lieu à cause des retards d'Ariane 6. Ariane 5, on a prévu la fin d'Ariane 5. On a dit, OK, maintenant on arrête d'en fabriquer. Parce que les usines vont être occupées avec Ariane 6. Et il devait y avoir une période de recouvrement. Mais finalement, c'est une période de vide béant, d'un gap, comme on dit en anglais, d'un trou béant entre Ariane 5 et Ariane 6. Décollage. Oui, c'est ça, décollage de l'inaugural Vega C. Immédiat de Vega C. Alors quel bras elle a, Vega C? Elle a des bras standards? Non, on va voir. C'est une aire de lancement différente. Ah, c'est différent. Alors là, honnêtement, je maîtrise pas la question. Non, là, je maîtrise pas la question. Alors là, je n'y comprends plus rien. Alors comment on l'alimente en carburant, elle? Il y a sûrement des bras plus discrets que je ne connais pas, sur lesquels je travaillerai pour la prochaine émission, c'est promis. On refera une émission sur l'alimentation en carburant des fusées. Et je pense qu'il y aura bien 2 ans pour en parler. On parlait de la nationalité italienne de Vega. Effectivement, les Italiens sont très forts dans le domaine spatial. C'est méconnu. Mais c'est une nation importante dans le domaine spatial qui a mis au point, en tout cas la société Avio a mis au point le lanceur Vega, puis Vega C, et qui ont été longtemps intégrés dans le portefeuille, dans la gamme proposée par Arianespace. Malheureusement, il y a eu quelques désaccords et Avio est en train de quitter le giron d'Arianespace et Avio va devenir l'opérateur de lancement lui-même. Donc bientôt, alors, dans quelle date, je ne sais plus si c'est 2024 ou 2025, mais bientôt les fusées Vega C seront lancées par Avio, alors toujours depuis Kourou, mais seront lancées par Avio. Alors moi j'avais l'info fin 2024. Fin 2024, ok. C'est ce qu'avait indiqué l'ESA fin octobre. D'accord. Attention, on parle de deux choses différentes. Là, on parle de choses différentes. On parle de résolution de problèmes techniques. Tu parles de résolution de problèmes techniques sur Vega C. Ouais. Moi, je parle du fait que l'opérateur du lancement. Ah, l'opérateur, pardon. Donc l'équivalent d'une compagnie aérienne, si tu veux. Ouais. Une compagnie aérienne qui exploite des avions, mais l'opérateur de lancement qui exploite des lanceurs, des fusées. Donc Avio va devenir opérateur de lancement lui-même. Avio va quitter le giron d'Arianespace. D'accord. Et donc depuis Kourou, Avio sera indépendant d'Arianespace. C'est ça, d'accord. Faut s'y retrouver quand même. Il faut s'y retrouver. L'espace est vaste et nous n'avons qu'une heure et quart. L'espace est vaste, très très vaste. Je rappelle qu'en 2024, il y a eu des dizaines et des dizaines de lancements. En tête les États-Unis, jusqu'au Japon avec 3 lancements, en passant par la Chine, 67 lancements. Les Russes, 19, dont 17 Soyouz. Et champion, j'avais le chiffre exact, je l'avais préparé, 5627 satellites Starlink pour être très 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 précis. Ça c'était au 6 janvier je crois, parce qu'il y a eu un lancement la semaine dernière, enfin il y a quelques jours là. Ils en prévoient un bon paquet, 3 par semaine, je crois, cette année, Starlink. Alors, je réponds. Alors, Franck May, merci beaucoup. Franck May dit la Vega est un propergol solide, donc pas de bras d'alimentation. Oui, en effet. Bon sang, mais c'est bien sûr, puisqu'on parle d'étage accélérateur à poudre. Propergol solide. Bien sûr, il s'agit de solide et pas de liquide. Alors, d'ailleurs, on les appelle à poudre. C'est une appellation en partie impropre. Alors, je crois que le carburant, à une étape de sa fabrication, est en poudre. Mais ce qui remplit ces éléments, c'est une sorte de pâte. C'est pas de la poudre. Enfin, si on faisait une coupe, on trouverait pas de poudre, on trouverait de la pâte. Mais merci beaucoup, Franck May. C'est bien ce sont des propergols solides. Alors, est-ce que je peux relayer une question de notre bien-aimé rédacteur en chef, Gilles? Oui, Gilles, qui était avec nous là tout à l'heure. Il était là tout à l'heure. Pourquoi il est parti d'ailleurs? J'y comprends. Donc Gilles m'a soumis cette question que je soumets à tous et à laquelle je ne pourrais apporter qu'un début de réponse. Mais honnêtement, c'est une question difficile. Moi, c'est une question de chef en même temps. Il m'a demandé si dans les retards d'Ariane 6, les retards de mise au point d'Ariane 6, on pouvait mentionner la création de la société Ariane Group, qui effectivement est intervenue en 2017 pendant la mise au point.
Donc lancement du programme 2014, création d'Ariane Group 2017. Et puis il était prévu que le premier lancement ait lieu en 2020. Bon, finalement, on espère que ce sera 2024. Est-ce que ce gros changement d'organisation a pu avoir un impact négatif sur la mise au point ? La réponse n'est pas évidente. Alors, on rappelle de quoi il s'agit. Il s'agit d'une consolidation, d'une intégration du secteur spatial. Et aujourd'hui, les fusées Ariane ont un seul constructeur qui s'appelle Ariane Group, en un seul mot, et qui est détenu à parts égales par Safran, d'une part, et Airbus. D'autre part. 50-50, ouais. Avant ça, c'était Airbus, Safran Launchers. Avant ça, c'était une coopération. Avant ça, on pouvait voir une fusée construite par plusieurs entreprises. Est-ce que cette intégration intervenant pendant la mise au point a retardé le programme ? Honnêtement, ça me paraît difficile à dire. Moi, il me semble que c'est plutôt une amélioration. Mais alors, est-ce que le timing était mauvais ? Est-ce que changer d'organisation pendant un projet, oui, on peut dire que c'est jamais très bon. Le chat, avez-vous une idée ? Oui, même GCTF, oui, c'est Ariane Group, anciennement Airbus Safran Launchers. En tout cas, on rappelle donc la structure, l'organisation globale dans l'aviation. Les constructeurs, ce sont Airbus et Boeing principalement, et leurs clients, en tout cas les exploitants des avions. Les exploitants des avions, ce sont des compagnies aériennes comme Air France, United, Alaska Airlines, dont on parlait, et autres. La JAL, voilà, dont on parlait. Et puis, dans le domaine spatial, les constructeurs et les opérateurs peuvent être les mêmes entreprises ou peuvent être différentes. Et dans le cas d'Ariane, Ariane Group, c'est le constructeur, et Ariane Espace, c'est l'opérateur. En l'occurrence, l'un est la filiale de l'autre. Ariane Espace est la filiale d'Ariane Group. J'espère que c'est clair. Ah oui. Mais Ariane Toi, Espace... t'es clair. Je sais pas trop, mais bon. Et Ariane Espace, pendant longtemps, a aussi exploité des lanceurs construits par un autre constructeur. Donc pendant longtemps, Ariane Espace a exploité à la fois des lanceurs, des fusées venant d'Ariane Group et des lanceurs ou fusées venant de chez Avio, par exemple, le constructeur italien. Donc il y avait bien cette distinction claire entre opérateur d'une part, exploitant d'une part, et constructeur d'autre part. Aujourd'hui, on a une tendance à l'intégration. D'accord. Donc, puisque Avio va devenir opérateur lui-même. Alors d'ailleurs, c'est une réclamation d'Avio. Alors il s'estimait maltraité. Il s'estimait maltraité dans le cadre d'Ariane Espace. Ils estimaient qu'Ariane Espace favorisait les lanceurs d'Ariane Group. Ça reste à prouver. Vega et Vega C ont eu leurs propres problèmes. C'est peut-être pour ça que ça a moins bien marché commercialement pour eux ces dernières années. C'est en tout cas l'avis de quelques experts. Bon, voilà, donc on souhaite le meilleur à Avio, et puis d'une manière générale, que le meilleur gagne. Et si on revenait un petit peu en arrière et qu'on reparlait effectivement de cette remise en cause avant de se plonger dans les micro-lanceurs, ça te va si on fait ça ? Ok. Parfaitement. Alors effectivement, remise en cause du rôle des Européens, on peut le dire comme ça. Pendant des décennies, l'industrie spatiale américaine, autour de la NASA, s'est focalisée sur la navette spatiale, sur le regretté Shuttle, qui devait initialement proposer des services de lancement pour moins cher. Services de lancement de satellites. Donc bien sûr, c'était censé faire un tas de missions, d'accomplir un tas de missions différentes, le Shuttle, la navette, mais entre autres de lancer des satellites. Ça n'a pas été le cas. Ça s'est révélé, le Shuttle, la navette s'est révélée beaucoup plus coûteuse qu'espéré. Beaucoup plus complexe à mettre en œuvre qu'espéré. Ça a pris beaucoup de temps, d'énergie, d'efforts. Et de larmes, hélas, à cause des accidents côté américain. Et pendant ce temps-là, pendant qu'ils étaient focalisés là-dessus, les Européens ont profité, ça a été un effet d'aubaine, ont profité de cette absence des Américains sur le marché commercial. C'est ça, le marché des lancements de satellites a été largement occupé par Ariane, qui a bénéficié aussi bien sûr de ses qualités intrinsèques. Ariane 4 et Ariane 5 étaient des lanceurs très fiables, concurrentiels. Donc voilà, qui ont profité de cette absence de fait des Américains, et qui a été remise en cause. Donc merci encore à MMG7F, la situation a changé avec l'arrivée de SpaceX, qui s'est mise à proposer des lancements commerciaux bon marché. Voilà. Franck May qui nous dit globalement le programme de la navette spatiale a gaiement précédé le X-35 dans le rôle de too big to fail, too messy to manage. Ouais. Et puis SpaceX, ils ont plusieurs lanceurs. On en a parlé avec Starlink. Oui. Il y a le Falcon 9, il y a le Falcon Heavy, il y a le super lourd Starship. C'est ça. D'ailleurs, pas bien réussi ces lancements. Non, pour l'instant non. Donc effectivement, voilà, on parlait de gamme. C'est une entreprise incroyable quand même. On parlait tout à fait. On parlait de gamme tout à l'heure côté européen, côté Ariane Espace. On peut aussi parler de la gamme
de SpaceX. Et effectivement, la plus connue, c'est Falcon 9, qui est le lanceur vraiment qui taille des croupières à Ariane. Et puis il y a aussi le Falcon Heavy, qui a fait beaucoup moins de lancements. Alors, je ne sais plus combien il en a fait, si seulement Whitney était là. Elle nous dirait, Falcon Heavy a fait aussi des lancements. J'ai pas les chiffres. A réussi des lancements. Et l'entreprise possédée par Elon Musk, on le rappelle, SpaceX, est toujours en cours de mise au point pour son lanceur super lourd, donc il s'appelle le Starship, merci. Starship, mais le lanceur lui-même porte. Enfin, Starship, ça peut désigner l'ensemble, donc la partie habitée qui est en haut de la fusée et le lanceur lui-même. Et le lanceur lui-même, je crois que c'est Super Heavy. Enfin, peu importe les noms. En tout cas, voilà, pour le lanceur. Pour le lanceur super lourd, en tout cas. La mise au point est difficile. Avec une approche très différente des Européens, puisque côté européen, on veut absolument éviter l'échec, même en cours de mise au point. Côté SpaceX, on considère que l'échec fait partie de la mise au point. Ce sont des approches différentes, les deux étant... Pragmatisme à l'anglo-saxonne. Ouais, on peut dire ça, les deux étant respectables. Culturellement, c'est difficile à accepter pour un Européen de voir une fusée, même un prototype, exploser en vol. Exploser ou dévier de sa trajectoire. Et alors, donc souvent, les explosions sont provoquées délibérément. On voit la fusée dévier de sa trajectoire, sortir du contrôle des ingénieurs, et on décide de la faire exploser en vol pour éviter qu'elle ne cause des dégâts au sol. Et puis on va pas en parler aujourd'hui, mais à côté de tout ça, il y a la Lune. Starship, c'est aussi la Lune en ligne de mire. Il y a le tourisme spatial avec Virgin, Blue Origin, SpaceX encore. Ça, je pense, ça fera l'objet d'autres émissions parce que ce sont des sujets aussi passionnants. L'humain dans l'espace. Les vols habités, on pourra en parler une autre fois. Voilà. On peut en dire deux mots. Voilà, on développera lors d'une autre émission, mais effectivement, SpaceX a aussi réussi des vols habités. Donc, il a lancé des capsules avec des astronautes vers la station spatiale. Thomas Pesquet, d'ailleurs, je dis pas de bêtises, Thomas Pesquet a bien été lancé sur un vol SpaceX il y a quelque temps. Oui, nous confirme la régie. Et pour les Européens, ça reste un rêve plutôt hors de portée pour l'instant. Il y avait le projet de navette Hermès dans les années 80-90, abandonné au début des années 90, je crois que c'était en 92. Petite navette, là, elle était toute mignonne. Et puis c'est probablement trop cher pour les budgets européens. Alors il y a de nouveau des projets de lancement. En fait, technologiquement, on sait presque tout faire. On saurait presque tout faire. L'élément qui nous manquerait, ce serait le système de secours au décollage. C'est-à-dire que si on doit éjecter une partie de la capsule ou la capsule au décollage, ou juste avant le décollage, là c'est la partie qui resterait à développer, mais tout le reste, on sait faire, y compris la qualification, y compris des modules pressurisés. D'abord, puisque Thales Alenia Space est un fournisseur majeur de la Station Spatiale Internationale et d'autres futures stations en matière de modules pressurisés, donc des modules où on peut habiter. Et on sait faire aussi un vaisseau cargo qui s'appelait l'ATV, qui était qualifié pour le cargo, mais qui était qualifié aussi pour le vol habité. Alors je m'avance un petit peu, mais je sais, en tout cas, il était très proche de la qualification pour le vol habité. En tout cas, il était pressurisé. Et avec des boulons bien serrés. Hein. Ouais, avec des boulons bien serrés. Ouais. Là, on fait une référence aéronautique, là, pas référence spatiale. Donc voilà, on est très très près de savoir tout faire en matière de vol habité, mais bon, ce sont d'autres budgets. Il faudrait être au clair sur les objectifs. Qu'est-ce que ça apporterait à l'Europe ? Donc bien sûr, il y a des... Bon, mais là, ça pourrait faire l'objet d'une autre émission. Oui, je pense qu'il y a de quoi faire plein d'autres émissions autour de l'espace. Ouais. Alors, en conclusion, on va bientôt approcher vers la fin de l'émission. Enfin, tu me dis, Thierry, s'il y a d'autres points importants, mais là, est-ce qu'on peut dire que l'Europe quand même a des chances là, de retrouver une place souveraine là sur le marché spatial Oui, alors faut que ça se passe bien pour Ariane 6, quoi. Ouais. Alors, donc oui, l'Europe va finir, à mon avis, par revenir vraiment à une place de premier plan dans le domaine des lanceurs spatiaux. Ça va mettre encore un peu de temps. Il faut que Ariane 6 réussisse son premier vol. Ses premiers vols, il faut que la fabrication monte en cadence, que l'exploitation d'Ariane 6 monte en cadence. Il faut que Vega l'accompagne. Vega C plutôt l'accompagne. Donc oui, je pense que les clients suivent. Alors c'est bien parti. Ariane 6 a plein de clients, bon, notamment Jeff Bezos, notamment Amazon pour sa constellation concurrente de Starlink, une constellation qui s'appelle Kuiper, je prononce très mal, mais bon, Kuiper, je sais pas comment on prononce. Donc qui fait partie des gros clients d'Ariane 6. Donc oui, c'est franchement bien parti en termes commerciaux. Et puis l'Europe a besoin puis la demande de lancement va croissant.
Et la tendance, c'est une tendance de fond. Et puis, l'Europe a de plus en plus besoin, notamment après ce qu'on a connu avec Soyouz, notamment parce que les Américains, bien sûr, ils donnent la priorité à leurs propres besoins, a besoin d'une solution de lancement souveraine, a besoin de ce qu'on appelle aussi l'autonomie stratégique, c'est un synonyme de souveraineté dans les lancements spatiaux. Et ça, l'Europe l'a appris à la dure. L'Europe l'a appris à la dure dans les années 70, je crois que c'était en 74. Les Européens, c'était un programme franco-allemand pour être précis, avaient mis au point des satellites de télécommunication qui s'appelaient Symphonie. Ils espéraient les lancer avec un lanceur européen qui a connu des échecs, la mise au point a échoué, bref, ils ont dû se tourner vers des lanceurs américains. Alors là, il y a eu une bonne nouvelle. Les Américains, la NASA a dit d'accord, on va lancer vos satellites de télécommunication. Et puis, il y a eu une moins bonne nouvelle, ça a été que les Américains ont dit d'accord, on vous fait une place, vous paierez bien sûr, bon, c'est au prix normal, mais on vous interdit d'utiliser vos satellites à des fins commerciales. Ah bah mince alors, justement, c'est ce qu'on voulait faire. Donc l'utilisation des satellites a été restreinte par rapport à ce que les Européens espéraient. Donc ils ont bien pu utiliser leurs satellites dans un certain cadre, mais en tout cas pas proposer les services commerciaux sur le marché international et télécommunications. Donc là, l'Europe a manqué de souveraineté, c'était au milieu des années 70. L'Europe a vu qu'elle manquait de souveraineté dans les lancements spatiaux et tout le monde s'est retroussé les manches et a fini par créer le programme Ariane. Qui a donné donc jusqu'à Ariane 5 pour la plus récente, Ariane 6 en cours de développement, qui a donné aux Européens cette souveraineté. Et donc qui est un enjeu majeur dans le programme Ariane 6. Et qui a su tirer son épingle du jeu, comme on le disait tout à l'heure, face à la navette spatiale. Exactement, sur le plan commercial, oui, tout à fait. Sur le plan commercial, n'a pas répondu aux attentes. Voilà, c'est ça. C'est passionnant. Moi, je me pose une question. Pareil, on en parlera peut-être dans d'autres émissions. Qu'est-ce qu'on va faire aussi de tous ces satellites dans le ciel dans l'espace, parce que il y en a un paquet qui tourne autour de notre tête, là, au-dessus de notre tête. Les micro-lanceurs, alors Thierry, il y a de la micro-lanceurs. L'Europe a une carte à jouer ou pas là-dessus? Beaucoup, et encore une fois, beaucoup de points d'interrogation. Un micro-lanceur ou un mini-lanceur, c'est un lanceur capable d'emmener en orbite quelques centaines de kilos. Donc, on ne compte pas en tonnes, on compte en centaines, en dizaines ou en centaines de kilos. Et de la même façon qu'on peut voir un gros lanceur comme un autobus, capable soit de lancer un gros satellite ou une multitude de petits satellites, on peut voir un micro-lanceur comme un taxi qui peut emmener un passager, et pas une foule de passagers, un passager, où il veut, au moment où il veut. Et c'est le modèle économique que défendent les promoteurs des micro-lanceurs. Pour l'instant, ils sont tous à l'état de jeunes pousses. Il y en a un qui est opérationnel, c'est le lanceur Electron, qui est lancé par la société Rocket Lab. Et je pense que ce sont les seuls opérationnels. Est-ce que la société est purement américaine ou est-ce qu'elle est américano-néo-zélandaise? Bon, on va vérifier. En tout cas, elle lance depuis la Nouvelle-Zélande. C'est vraiment du micro-détail. Du micro-détail du micro-lanceur. Et donc, pendant longtemps, on a pensé que ce modèle économique était viable. Aujourd'hui, on pense qu'il ne l'est pas. Que néanmoins, les micro-lanceurs auront une place, d'une part, pour ce marché, donc ce marché entre guillemets taxi. Donc, j'emmène un client avec un préavis court, avec un délai de lancement court, où il veut, à l'orbite qu'il veut, vraiment c'est un service sur mesure. Mais on pense que les sociétés qui développent des micro-lanceurs ne pourront devenir rentables qu'en développant des lanceurs plus lourds. Donc un micro-lanceur ne peut être rentable qu'en faisant partie d'une famille plus complète. Donc on peut très bien imaginer, de la même façon que Vega C utilise un booster, un étage accélérateur à poudre d'Ariane 6 comme étage principal, donc là il y a un effet d'économie d'échelle, un effet de gamme. On peut imaginer qu'un micro-lanceur aussi ait son premier étage qui soit utilisé comme booster latéral ou autrement sur des lanceurs plus lourds. On peut imaginer Donc on pourrait utiliser un micro-lanceur pour faire un Ariane 6. Pas un Ariane 6, mais un lanceur plus lourd. Ou des morceaux, on peut parler en briques. C'est modulable alors. C'est ça, on peut imaginer des briques communes à un micro-lanceur et à des lanceurs plus lourds. Et aujourd'hui, on pense que ces micro-lanceurs, si ceux qui réussiront, alors il y a plein de projets, bon, il n'y en a probablement pas, tous ne réussiront probablement pas, mais ceux qui réussiront ne verront leur rentabilité vraisemblablement qu'en tant que membre d'une famille plus complète, d'une gamme complète. D'accord. Et ces micro-lanceurs, alors il y en a en Europe, il y a des projets en Europe. On peut mentionner la société Orbex, on peut mentionner la société espagnole PLD Space, qui a réussi un premier lancement suborbital. Donc c'est
c'était pas un vrai lanceur, c'était un prototype. Il n'est pas allé jusqu'à l'orbite, mais c'est quand même un bel avancement, un beau progrès en développement. Il y a la société française Latitude. Il y a une autre société française qui s'appelle Maya Space, qui n'est autre qu'une filiale d'Ariane Group. Donc Ariane Group aussi se penche sur le secteur des micro-lanceurs. Micro, mini, suivant comment on veut en parler. Mais c'est pas une priorité. Donc, c'est pas une priorité, mais quand même. Mais quand même, parce que ce serait le premier. On ne néglige pas quand même pour Ariane Group, ce serait quand même le premier lanceur réutilisable. Le premier lanceur où l'étage principal serait réutilisable. D'accord. Et comme le remplaçant ou la remplaçante d'Ariane 6 sera vraisemblablement en tout ou partie réutilisable, c'est un enjeu majeur que de réussir un mini lanceur réutilisable. Bon, en tout cas, c'est pas pour tout de suite, quand même. C'est pas pour tout de suite. Alors, comme souvent, les jeunes pousses, elles promettent de raser, raser gratis, non, je suis un peu vache. Elles promettent que ce sera demain. Elles promettent que le lancement sera demain. Et puis le lendemain, c'est toujours pour demain. Donc, en 2021, c'était pour 2022. En 2022, c'était pour 2023 et ainsi de suite. Donc, elles progressent, mais bon, il faut être patient. Donc, oui, ces micro-lanceurs, qu'ils soient européens ou non, ils auront une place. Et ce sera aussi une place aussi en termes d'organisation du spatial européen, de tout le secteur spatial européen, puisque ce sont ces micro-lanceurs qui vont inaugurer une nouvelle organisation dans l'Agence spatiale européenne, dans les relations de l'Agence spatiale européenne avec les lancements. C'est-à-dire que l'Agence spatiale européenne a pris acte, donc l'ESA a pris acte de l'échec de la mise au point d'Ariane 6 sur certains objectifs. Alors, in fine, Ariane 6 sera un lanceur réussi techniquement et commercialement vraisemblablement, mais il y a au moins deux aspects sur lesquels c'est un échec. C'est un, les retards. Deux, sur le plan des coûts, les surcoûts sont majeurs, et Ariane 6 n'aura pas réussi à se passer de subventions récurrentes. Et donc, l'Agence spatiale européenne a dit, désormais, on va faire autrement. Et il y a plein d'acteurs qui nous y poussent, qui nous le demandent. On va faire autrement. On va se placer en tant que... On va jouer le rôle d'un client, donc pas de quelqu'un qui supervise une mise au point, pas un maître d'ouvrage. On va se placer dans un rôle de client principal, client de référence, client majeur. On va aider les entreprises à mettre au point leurs lanceurs, mais pas plus que ça. On va les aider financièrement, techniquement, et on va lancer, c'est là où je voulais en venir, et on va lancer un appel d'offres pour des services de micro-lanceurs. Donc nous, l'Agence spatiale européenne et nos 22 États membres, puisqu'au passage, l'Agence spatiale européenne est une entité tout à fait distincte de l'Union européenne, donc 22 États membres, pas 27. Donc il y a un recouvrement large, mais pas complet. Donc nous, Agence spatiale européenne, on a des besoins. Dans certains cas, on agit pour la Commission européenne. On a des besoins de lancement. On sait qu'on aura des besoins de lancement sur des micro-lanceurs. Ça peut être pour des satellites de télécommunications gouvernementales, des satellites un peu stratégiques, des satellites de défense, ça peut être des satellites espions. On sait qu'on aura des besoins de lancement avec des micro-lanceurs. Et on lance un appel d'offres et que le meilleur gagne. Ce qui est différent de l'approche actuelle. Et cette nouvelle philosophie, que le meilleur gagne, appel d'offres, et tout le monde n'aura pas une place au soleil, tout le monde ne se verra pas confier des lancements par l'Agence spatiale européenne. Cette nouvelle approche, elle est inaugurée avec les micro-lanceurs. Et elle sera poursuivie, et c'est un accord récent qui a été conclu entre les partenaires européens du programme Ariane et de l'Agence spatiale européenne en général. Cette nouvelle approche, elle sera poursuivie avec les lanceurs moyens, les lanceurs lourds, qui prendront la suite d'Ariane 6. Donc ces micro-lanceurs, ils ont aussi un rôle majeur en termes de structuration du spatial européen. Encore une fois, le secteur spatial est vaste et nous n'avions qu'une heure et quart. Et on s'en est bien sorti, surtout. Il nous reste quelques minutes. Ouais, Thierry, c'est mais merci, très intéressant. Puis ça ouvre la porte à plein d'autres émissions. Regardez les replays. Voilà, regardez les replays. Oui, il y a plein de replays. Vous retrouverez plein de shorts qui remontent même jusqu'au Bourget et avant sur des meilleurs morceaux de nos émissions que vous retrouvez sur nos différents réseaux Insta, TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, la totale. Et alors, en complément sur les micro-lanceurs et mini-lanceurs européens, ils seront lancés depuis Kourou. Alors, pardon, ils pourront être lancés depuis Kourou. Après mûre réflexion, l'Agence spatiale européenne et le CNES, qui est l'Agence spatiale française, et aussi le responsable, l'exploitant de la base de Kourou, du centre spatial guyanais, ouvre ses portes aux micro-lanceurs qu'ils souhaiteront. C'est sur une aire de lancement qui est l'ancienne aire de lancement de la fusée Diamant, qui était une des prédécesseurs d'Ariane. Et cette aire de lancement est en train d'être remise à neuf.
pour accueillir des mini-lanceurs, micro-lanceurs, qui ont aussi d'autres projets d'aires de lancement. Donc il y a aussi des ensembles de lancement dans le nord de l'Écosse, par exemple, ou en Suède, en cours. Alors je ne sais pas exactement où ça en est, mais bon, voilà, qui sont prêts à accueillir des mini-lanceurs. Wow. Donc on aura des lancements européens depuis l'Europe continentale, D'accord. par opposition à Kourou qui est en Guyane, de l'autre côté de l'Atlantique Sud. D'accord. Donc c'est relativement au nord, là, vers l'Écosse. Oui, nord de l'Écosse et Suède, ouais, on est au nord. Alors, les lancements étaient fallait être plus proche de l'équateur. Ouais, voilà. Alors, effectivement, pendant longtemps, alors pendant longtemps, le chemin le plus court vers l'orbite équatoriale. Vers l'orbite équatoriale. Exactement. Pendant longtemps. Il y a des satellites géostationnaires. Exactement. En orbite, pardon. Pendant longtemps, le marché était principalement constitué de satellites géostationnaires. Et c'est là que la base aérienne de Kourou, très proche de l'équateur, a un avantage majeur. Elle est très bien placée pour les lancements vers une orbite de transfert géostationnaire. En revanche, le marché a tendance à évoluer, et Ariane 6 d'ailleurs suit ce marché. Ariane 6 est tout à fait capable de suivre ce marché. Le marché évolue vers l'orbite basse. L'orbite basse, alors géostationnaire, c'est 36 000 km. Et l'orbite basse, on est à quelques centaines de kilomètres ou jusqu'à 1000 km dans ces eaux-là. La station spatiale, par exemple, elle est à 400 km. L'orbite basse des satellites, des constellations, c'est souvent entre 500 et 1000 km. On est dans ces eaux-là. Et là, oui, des sites en Europe continentale ont tout leur sens, notamment pour les orbites dites polaires. Ouais. Donc là, on parle d'observation de la Terre, de constellation d'observation de la Terre avec des fréquences de revisite importantes. Donc on lance des satellites en nombre moyen ou élevé. Et les satellites, comme ils sont plus bas, ils tournent plus vite. Ça, ce sont les lois de la physique. Ils tournent plus vite autour de la Terre et ils repassent au-dessus d'un même endroit plus souvent. Donc on peut observer un endroit plus souvent et observer son évolution. C'est passionnant. Donc ça peut être des mesures à but environnemental ou à but plus stratégique ou commercial. On peut mesurer l'activité d'un Surtout port. stratégique, quoi. Ouais. Non, les deux. Non, on peut évaluer l'activité d'un port. Par exemple, on peut voir à intervalles fréquents combien il y a de bateaux dans un port, par exemple. Et ça, c'est un marché qui correspond à l'orbite basse et qui peut être servi depuis des bases de lancement situées en Europe continentale, par exemple. Pas forcément près de l'équateur. On voit que l'industrie du spatial commercial est en plein essor, en plein boom en tout cas. Ah oui, c'est un moment de partout. C'est ça, c'est un moment où le spatial bouillonne. Ça bouillonne, voilà. Ouais. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y aura de la place pour tout le monde dans l'espace ? Une autre problématique qui va arriver, c'est les poubelles, les collisions, les risques. Enfin, je sais pas. Ça va devenir très encombré. Je vous invite à prendre vos jumelles l'été. Moi, j'adore faire ça et regarder. On voit souvent les satellites passer dans le ciel. L'ISS, évidemment, on la voit très bien. À suivre. Thierry, c'était passionnement. Merci. Il est 14h. Merci le chat, merci Jérôme. Merci à toi. Vous m'avez bien aidé. Merci. Modestement. Non, mais c'était passionnant. Évidemment, l'émission vous la retrouverez en replay. Ici sur Twitch, sur YouTube, en version entière, en version short. Je pense que là, il y aura plein de petits shorts intéressants à sortir. Je crois qu'Eliott est sur le chat. Eliott, merci. Et à bientôt, Eliott. Tu seras ici même, je crois que c'est le mardi 23 janvier. On fera une spéciale métier dans l'aéronautique hors pilote. Alors, pendant que la vidéo est lancée, je vous rappelle que pour mardi prochain, vous avez une interro écrite, c'est-à-dire nous rappeler comment étaient les bras sur Ariane 5, comment ils seront sur Ariane 6, pourquoi sont-ils différents, combien pèsent les nouveaux bras, en combien de secondes ils doivent se rétracter et non se replier. Là, je vous ai aidé. Donc voilà, 1500 signes Allez, s'écarter pour mardi prochain. On va dire s'écarter et pas se replier. S'écarter et pas se replier. Voilà. Donc, c'est pas une interro surprise. Vous avez une semaine pour nous rendre vos copies. Donc la semaine prochaine, comme on le disait tout à l'heure, émission avec Jean-Baptiste Voltaéro, Gilles et toi Thierry, tu seras de nouveau là. On parlera propulsion hybride. Propulsion hybride, donc sujet passionnant aussi, on en a un petit peu parlé aujourd'hui, hybride électrique. Le mardi d'après, donc ça sera avec Eliott et la formation plein de métiers aéronautiques, vous verrez, c'est très intéressant aussi. Pensez à nous rejoindre sur le chat et à poser vos questions. On y répondra avec plaisir. Le mardi d'après, on sera déjà fin janvier. Donc normalement, je serai de nouveau là aussi le 30 janvier pour vous parler de mon vol inaugural. Je vais avoir la chance lundi
de participer à un vol sur A320 Neo de Transavia. Pour rappel, Transavia est en train de début de son changement de secteur, avec déjà un premier avion réceptionné. Ils sont actuellement sur 737. Ils vont passer sur la famille Neo. Donc c'est un changement majeur. Alors vraiment, si je peux faire un peu de publicité pour ce sujet, une compagnie qui exploite un type d'avion et qui va l'abandonner pour passer à un autre type. Exactement. Donc vraiment, on passe d'un avion à un autre. Et puis ils en ont un paquet. Ils en ont commandé une centaine au moins. Donc ça, c'est un changement tout à fait remarquable. Donc, chers viewers, suivez ça de près. C'est remarquable. Oui, on a une date. Et lundi, en tout cas, Starway 366, il sera, j'ai regardé les horaires, c'est un vol régulier à partir d'Orly. C'est le vol de 8h50, je crois, ou 7h50. Pour Porto, et on fera ça à bord de l'A320. Alors après, je crois qu'il va être détaché sur Transavia Pays-Bas, mais on va répondre justement à toutes ces questions, et ce qui sera passionnant à raconter, c'est comment justement on passe, comme tu viens de le rappeler Thierry, à une flotte importante, conséquente de 737 à la famille 320 Neo. En combien de temps, combien de machines ça va concerner, comment les équipages sont formés, comment on va faire cette transition tout simplement, et à quelle échéance. Vas-y, Martin, on peut revoir la dernière vidéo. Moi, j'aimerais bien qu'on se quitte en revoyant ces images des essais d'Ariane 6, puisque, alors là, tu me permets, je vais annoncer de futures émissions sans date, mais on aura d'autres émissions sur le secteur spatial, sur les lanceurs. Un jour, on aura Whitney pour parler plus en détail de SpaceX. Whitney qui nous avait accompagnés en particulier au Salon du Bourget, Whitney qui est une grande spécialiste du spatial aussi. Tout à fait. Et on parlera aussi d'espace en s'approchant de la date de lancement d'Ariane 6. Donc là on voit un modèle d'essai au sol, essai au sol uniquement d'Ariane 6. Et les premiers éléments de vol vont voyager vers Kourou dans les semaines qui viennent. Donc on va parler aussi de la fin de la mise au point d'Ariane 6, des préparatifs pour le premier vol d'Ariane 6, ça on en parlera aussi dans les semaines et les mois qui viennent. Donc suivez-nous, on aura des dates à vous indiquer bientôt. Voilà, vous avez vu là sur ces images, donc ce sont des essais moteurs là. Il y a des grosses allumettes là. Il n'y a pas de bras, parce que ce sont des essais moteurs pour le moment je pense. Mais il n'y a pas de bras, c'est bizarre. Oui, alors les bras ils étaient bien quelque part, mais bon, effectivement ils n'étaient pas utilisés dans ces essais. Pas dans cet essai. Et merci à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Donc j'ai l'agenda janvier, je l'ai dit. Il y aura aussi Lâcher Solo vendredi, je crois, avec notre ami Fred. Et puis voilà, on va aller voir s'il neige toujours. Ouais, et malgré la présence simultanée d'allumettes sur la table et de Jérôme à côté, on a terminé l'émission entière en parfaite sécurité. Ouais. Merci Jérôme pour ta prudence. Non, de rien. Moi j'adore l'odeur des allumettes. Je vais me rallumer une petite après, là, je vais m'en griller une. Bon, allez. Salut à tous, bonne journée. Merci le chat. Et à bientôt sur Jumpseat, l'émission aéro de vulgarisation aéronautique. Bravo Thierry en tout cas. Et spatial. Et il est bon, nouveau chroniqueur espace. Non, franchement. Que serais-je sans toi?